Michael Chemloul est avec nous. Merci d'être là, Michael. Vous avez 57 ans. Vous avez donc été le chauffeur d'Harvey Weinstein de 2008 à 2013 lors du Festival de Cannes. Vous ne le suiviez que pendant le Festival de Cannes, c'est ça ? Que pendant le Festival de Cannes. Il ne faut pas confondre qu'avec 6 ans, 365 jours sur 365 jours. C'est ça. Donc on va pendant bien... 15 jours, vous étiez avec lui. Voilà, même 10 jours. 2 semaines, on va dire. Vous savez, la Et vous période du prenez festival. toujours, c'est toujours vous qui prenez ? Absolument. D'accord, très bien. Alors vous avez fait un burn-out après avoir travaillé pour lui, puis une dépression. Mais vous avez fait une dépression en travaillant 10 jours avec quelqu'un, vous avez fait une dépression, même si c'était que 10 jours par an. Voilà, c'était intense. Ah oui ? Travailler avec Harvey Weinstein entre 16 et 18 heures par jour, ça équivaut, on va dire, 6 mois de boulot. Alors, vous n'étiez pas seulement son chauffeur. Pendant ces 10 jours, vous étiez, vous dites, son homme à tout faire. Au début du livre, vous écrivez quelques lignes pour décrire donc votre position par rapport à Weinstein, et vous dites... Plus que son chauffeur, donc j'ai été son homme à tout faire, qui réglait les questions vitales et les petits riens du quotidien. Malgré ses mauvaises manières, malgré sa folie, je le servais et il m'intriguait. Son génie m'impressionnait. Les facettes du 7e art tourbillonnaient entre ses mains, comme une toupie dans la paume d'un illusionniste. Au début, ça se passait bien avec lui ? Très très bien. C'était l'ange que tout le monde l'adulait. D'accord. Tout le monde se prosternait à ses pieds. Et il avait une ascension fulgurante, justement, à l'époque, en 2008 jusqu'en 2013, on a eu un personnage assez... Il a changé ? Eh ben, il s'est transformé en démon, progressivement. C'est ce que vous dites. Vous dites, voici le portrait d'un ogre sexuel, d'un monstre moral, d'un cyclope sorti tout droit des temps archaïques. Il n'a qu'un œil, celui de la bestialité, et il se fout de la décence. Alors, on a pris les 8 meilleurs passages du livre et on va vous faire des révélations. Vous allez voir, c'est incroyable ce que vous dites. Vous évoquez au début du livre une mallette argentée qui accompagne Harvey partout. Vous vous dites qu'elle contient des contrats, mais à la page 177, vous comprenez qu'elle contient totalement autre chose, puisque cette mallette argentée est restée entrouverte un jour et vous vous rendez compte qu'elle était pleine de quoi ? Ben écoutez, c'est simple. Quand je vois une mallette, surtout celle d'Harvey, entrouverte, avec des objets sexuels. Donc des sextoys, des accessoires. Des préservatifs, des pilules translucides, enfin... Il y avait des pastilles avec des comprimés. J'avais pas envie d'aller jusqu'au fond, j'ai tout de suite compris, je l'ai refermé, parce que j'avais compris un truc qui m'avait choqué à ce moment-là, et ça, c'était la 4e et la 5e année, c'était vraiment vers la fin. Et je portais cette mallette pas mal de temps, à chaque fois qu'il venait, il me l'a confié, je la mettais dans le coffre. Michael Careful, ça, c'est très important cette palette. Il y a tous mes papiers dedans, il y a mon passeport et il y a mes cartes de crédit. Et en fait, pour vous, il y avait des sextoys, des accessoires. Déjà, sur ce premier passage, Éric Nolot, vous, sur le livre, vous l'avez lu, le livre de Michael Chemloul, Le démon de la croisette, vous dites quoi ? Je dis que c'est un livre qui me dérange, parce que je ne sais pas par qui il a été écrit. Est-ce qu'il a été écrit par un témoin ? Est-ce qu'il a été écrit par une victime, parce qu'il finit par vous frapper ? Ou est-ce qu'il a été écrit par un complice ? Voilà. Non, et comme je ne sais pas, je disais la semaine dernière que quand quelqu'un vient témoigner d'une souffrance, quand c'est Catherine Laborde, et que c'est un beau livre, vraiment j'adhère même littérairement. Là, c'est l'autre catégorie, c'est le côté négatif, c'est l'anti-Catherine Laborde. C'est-à-dire que la démarche me dérange déjà. Le livre me dérange parce que je me dis que si vraiment tout ça s'est passé, je ne mets pas votre parole en doute, eh bien vous auriez dû arrêter plus tôt et même le dénoncer, je pense, cet homme. Oui, mais mettez-vous à la place du chauffeur de grande remise. Moi, j'ai pas le permis de conduire. Vous étiez très bien payé. Pardon ? Michael, vous étiez très bien payé. J'étais bien payé, ouais. J'étais payé, vous savez, il avait des véhicules de luxe, hein, donc il y avait des Maybach et des Maybach, ça coûte cher. On sait qu'il n'était pas avec ma Fiesta, hein, oui. Oui, non, mais voilà, donc Weinstein, il roulait en 600 Mercedes. Combien vous touchiez pour les 10 jours ? Dans les 3 000 €. Ah ouais, c'est énorme. Donc voilà, mais je faisais 18 heures par jour. Ah, d'accord. J'avais un double salaire, donc il ne voulait pas deux têtes différentes, il voulait le même chauffeur. Alors, vous... Mais il a acheté votre silence pour 3 000 € en même temps. Après, non, pas du tout, parce que là, on part dans la dogmatique quand on rentre dans ce sujet. Moi, je pense que quand j'ai commencé par conduire Harvey Weinstein, c'était un ange pour moi. Quelqu'un qui arrivait, qui était adulé. C'était une chance pour vous. Mais j'étais fier. J'étais fier de conduire Harvey Weinstein. Vous dites dans le livre que des ragots prétendaient que des chauffeurs, c'est le 7e... Voilà, c'est un autre passage qu'on a pris puisqu'on va dérouler les 8 passages les plus forts. Vous dites des ragots prétendaient que des chauffeurs qui s'étaient pliés à ses caprices dans les années 90 avaient fini comme punching ball du producteur. Quand ils avaient transgressé le code Weinstein, il les faisait se mettre à genoux sur le gravier d'un parking désert et les gifler à répétition avec ses grosses paluches d'obèses.
À quel moment vous avez commencé à vous rendre compte qu'il avait des agissements bizarres avec vous? Est-ce qu'il s'est passé des trucs bizarres au départ? C'est-à-dire que progressivement, on commence à rentrer dans son intimité sans être son ami. Donc on est le chauffeur, on est la pièce maîtresse qui véhicule le monstre sacré du cinéma à cette époque. Et puis vous vous rendez compte qu'il a un langage de Rungis, quoi. Il a un langage d'un poissonnier. Et je Il y me a des demandais... poissonniers qui parlent très bien à Rungis. Hein. Non, mais je veux dire, il a crié, quoi. Je veux dire, c'est un type qui avait la voix qui portait. C'est-à-dire qu'il était autoritaire quand il parlait. Il vous faisait peur? Oui, il m'a impressionné. En fait, j'étais complètement scotché devant le phénomène. Donc, je me t'ai dit, Michael, sois zen, fais ton boulot, et puis t'es avec le meilleur, quoi. On va revenir dans le livre. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez pu suivre dans la voiture, ou ce qui se passait dans la voiture, ou bien il y a des scènes que vous décrivez qui sont complètement folles. Agathe Aupron, vous vouliez dire quelque chose sur les livres? Oui, alors moi, je me suis retrouvée à batailler avec des sentiments personnels assez mitigés à la lecture de votre livre, parce qu'évidemment, vous décrivez donc des comportements odieux, des situations aberrantes, mais en fait, on le sait que c'est une sombre merde, ce mec, maintenant. Non, mais on n'a jamais eu des robes, on n'a jamais eu des témoignages comme ça. On sait que c'est un connard fini. Depuis octobre 2017, des actrices et des femmes prennent la parole pour dénoncer ces agissements qui ont été violés, abusés. Donc j'ai juste une question. Oui, là, c'est de l'intérieur, ça. J'ai juste une question. Pourquoi, au moment où les langues de ces femmes se sont déliées, vous n'avez pas pris la parole à ce moment-là? Et pourquoi attendre un an et demi après? J'ai pas attendu un an et demi. Moi, j'ai commencé le livre par une thérapie avec un psychiatre qui me conseillait d'extirper ce qui était ancré en moi, enraciné au fond de mes tripes. Un livre thérapie. Et je suis rentré dans une dépression nerveuse. Vous savez, quand vous avez une claque, un coup de poing, un coup de coude dans les côtes en conduisant Harvey Weinstein, pour une raison... on va revenir sur ce qui vous a fait. Donc à partir du moment où vous déposez plainte et puis que cette plainte revient casser son suite, c'est vrai que ça vous laisse sur une situation complètement chaotique, quoi, en fait. Alors, il y a un autre passage qu'on a choisi, c'est, vous dites à un moment, j'entends un plongeon à l'eau, et comme des clapotements, fuck you, j'ai l'impression qu'Harvey a jeté Josh par-dessus bord, c'est un de ses employés, avec son téléphone. Bruno venait de déposer Harvey au Majestic, les secours arrivaient, le jeune homme était en état de choc. Et un second passage avec sa femme qui ne voulait pas emmener à une soirée, qui était pour lui une soirée apparemment business. Puis il m'ordonne de stopper la voiture sur le bas-côté, il descend et se met à massacrer le capot avec ses grosses mains, puis c'est le rétroviseur, il s'attaque aux pneus en donnant des coups de pied de tout son poids. Enfin il se met à hurler, je suis là pour mon business, c'est super important. Sa femme finit par s'incliner, il a eu gain de cause. Ça, c'est un des nombreux passages. Vous dites aussi, il y a un passage incroyable où vous révélez que même la propre femme d'Harvey Weinstein, Georgina Chapman, ramenait des filles à son mari. Ça, c'est fou. Vous dites, la sincérité m'oblige à dire que c'est aussi son arme fatale pour lever des pin-up et d'une façon tellement naturelle que même Georgina devient inconsciemment sa rabatteuse. Elle ira jusqu'à baratiner elle-même des filles par fierté pour son mari producteur et pour lui permettre de faire de grands films. Oui, Karim Zerebi, vous voulez dire ? Non, moi, ce livre, je l'ai trouvé doublement choquant. D'abord, choquant parce qu'on a une réalité qui est celle de l'intérieur, avec des révélations qui ne sont pas simplement didactiques, mais on arrive à mettre des images sur les actes de ce monstre. Mais je suis choqué aussi par ailleurs parce que j'ai l'impression que non seulement c'était un monstre avec la jante féministe, mais c'était Rambo, quoi, Michael. Parce que ce que je ne comprends pas, Michael, et attention, je ne vous jette pas l'opprobre, je ne vous juge pas, ne le prenez pas comme ça. Hein. Non, je vous parle librement et avec beaucoup de sincérité. Vous êtes un gaillard quand même, vous n'êtes pas petit, vous n'êtes pas chétif. Le gars, il vous met des gifles, il vous met des coups de poing, vous ne réagissez pas sur le moment, spontanément. Quand on est un homme, on se défend, non ? Premièrement. Deuxièmement, vous décrivez une scène dans le livre que j'ai lu, qu'à un moment donné, sur la banquette arrière, quasiment vous assistez à un viol. Alors on va en parler. La fille, vous dites rire quand vous me dites que vous assistez à un viol, c'est vu d'avion. On va en parler. Non, mais ce que je veux vous dire, parce que sur ces deux moments, je me suis demandé, mais Michael, pourquoi il réagit pas ? Alors, je vais vous dire, physiquement, j'entends. On va revenir sur ce passage, et c'est vrai que c'est important la question de Karim. Pourquoi vous ne réagissiez pas ? Parce que vous savez, quand vous êtes chauffeur de grande remise, vous êtes tenu par un secret professionnel qui est dans le contrat de travail. Cette année-là, c'est une des premières années que j'ai commencé. J'étais un employé. Non, mais il vous frappe, pas de secret professionnel. On se défend quand on est victime. Quand on est victime, il ne faut pas jouer au malin. Moi, j'encaisse des coups. J'encaisse parce que... Pourquoi ?
parce que je veux savoir jusqu'où il peut aller. Non, vous n'êtes pas payé pour être frappé. Pas du tout. Mais j'ai stoppé net à partir du moment où il a levé la main sur moi. Et si vous avez bien lu le livre, je le raconte très très bien, je le décris et j'explique que je lui ai parlé. D'homme à homme, après ses coups, parce qu'il faut vivre ce moment avant il faut comprendre avant de commencer à critiquer. Je lui ai dit, tu n'es pas ni mon boss, ni mon bon Dieu. Tu es juste un client et je suis ton prestataire de service. Et vous avez continué à travailler avec lui après. Tu as intérêt de te tenir à carreau. D'abord, mets ta ceinture, il ne mettait jamais sa ceinture, et je te ramène au biblos. Et si tu faltes encore avec moi, c'est tous les deux qu'on va aller dans le décor. Mais Donc, après de là, lui rétorquer des coups, je suis capable, bien sûr. Mais vous savez, la déontologie, moi je suis pas un garçon bagarreur. Déontologie, il avait outrepassé depuis longtemps, lui. Il a outrepassé, lui, c'est vrai. Peut-être. Michael. C'est votre opinion. Michael, au-dessus de la déontologie ou du secret professionnel, il y a l'assistance à personne en danger. Oui, mais peut-être que les chauffeurs... Alors, on va revenir sur les passages, il y a eu 20 chauffeurs avant moi. Michael. Un des autres chauffeurs l'a frappé, peut-être. Personne n'en parle. Michael, on va revenir sur les autres passages, parce que vous en parlez là, sans dire vraiment ce que c'est. Parce qu'il y a un autre truc qui est très choquant, c'est que vous dites que des stars du cinéma étaient complices. On a choisi le passage où vous relatez une conversation téléphonique entre Harvey Weinstein et un prénommé Ben. Après, je vous dirai qui est apparemment le prénommé Ben, et c'est incroyable de le dévoiler dans le livre. Vous dites, je viens avec 2 blocs, 2 top modèles qui rêvent de faire du cinoche. J'ai promis que j'allais te présenter, que tu t'occuperais d'elles pour leur trouver un rôle dans ton nouveau film avec Tarantino, tu sais, Django Unchained. Elles sont comme des folles depuis, elles mouillent dans leurs culottes. Bien joué, ouais, amène-les-moi ces bitches, que je vois un peu ce qu'elles savent faire. Ça, c'est la réponse d'Harvey Weinstein. Et ce Ben, ce serait un très grand acteur américain, c'est ça? Ben Affleck. Rien à voir avec ça, rien à voir. C'est un Ben. Vous savez, les Ben, c'est comme les Dupont. Hein, ouais. Aux États-unis. Voilà. D'accord, donc vous voulez pas dire... Moi, je ne veux pas mettre de nom sur les têtes, parce que moi, mes personnages dans le livre, je les protège et je me protège. Alors, parce que il y a Ben Affleck qui avait mis, mine de rien, un tweet de soutien à Harvey Weinstein lorsque l'affaire et le scandale avaient éclaté. Il avait mis « Je suis attristé et en colère qu'un homme avec qui j'ai travaillé et utilisé son puissant statut pour intimider, sexuellement harceler et manipuler autant de femmes pendant des décennies. Les nouvelles accusations d'agression que j'ai lues ce matin m'ont rendu malade. » Alors qu'avant, il avait posté un tweet de soutien qu'il a supprimé et ensuite il a remplacé par ce tweet. Alors, c'est alors que l'actrice Rose McGowan, l'une des victimes d'Harvey Weinstein, lui avait répondu « Un Ben Affleck va te faire foutre ». Elle sous-entendait évidemment que Ben Affleck était au courant de tous ses agissements. Et cette histoire avait fait un second buzz dans l'affaire Weinstein en octobre dernier, puisque tout le monde était donc au courant que Ben Affleck était lié à Weinstein, mais personne ne connaissait la conversation que raconte Michael dans son livre. Alors, Michael, il y a plein de choses. Je voudrais qu'on revienne déjà sur les passages du livre, après vous allez réagir. Une petite parenthèse. On parlait du viol qui s'est passé dans la voiture à l'arrière, et là je voudrais juste parler de ça. Vous prononcez le mot viol, votre conscience donc commençait à être malmenée. Vous dites, il est sûrement en train de forcer la fille, non? Il est sans doute en train de la violer. Je suis très mal. Oui. Pendant cette scène, j'ai reculé, laissé la portière ouverte. Que faire? Myriam me tuerait si elle apprenait que j'ai été le témoin passif d'un viol. Myriam, c'est votre... Dans les loges. Voilà, exactement, c'est votre épouse que j'ai vue tout à l'heure. Et à la page 166, vous racontez une scène traumatisante pour vous. Une fille est alors aux côtés d'Harvey Weinstein, à l'arrière de votre berline, vous racontez. La fille lui demande de ne pas lui faire mal. C'est un désastre. Il ne respecte personne, le salaud. Sa grosse masse s'agite un moment sur la banquette. Une fellation dans ma voiture. J'ai envie de gerber. C'est la première fois que je le vois se comporter de cette façon. Son visage de malade, du sexe. Alors, à ce moment-là, pourquoi vous avez continué de travailler pour lui? C'est la question que tout le monde se pose, les téléspectateurs aussi. On arrive à la fin, là. On arrive à la fin. On arrive avant les coups. Donc, ça laisse à désirer. C'est-à-dire que, je rentre dans une histoire où je commence à voir les choses plus clairement. Et puis après, vous savez, quand vous parlez de viol, moi, en aucun cas, j'ai vu, si vous voulez, un manquement au consentement. Mais c'est vous qui en parlez de viol. C'est vous. Je veux dire, mais vous savez que les victimes, elles étaient consentantes quelque part. Parce qu'elles n'étaient pas forcées. Alors, c'est pas un viol. Attendez. Donc, ça peut... Vous savez, dans le consentement, il peut y avoir viol aussi. Vous savez, il y a des dérapages aussi. Il y avait de la violence après. Il y a la violence qui intervient. Vous savez, c'est un homme. Après, il y avait de la violence. Ça s'est gêné. C'était pas un ange.
c'était pas un enfant de cœur. Hein. Donc peut-être qu'il lui fallait des artifices un peu spéciaux, peut-être que la fille, elle n'avait pas l'habitude de faire ce qu'il lui demandait, ce qu'il exigeait d'elle. Après, elle revient et elle va dans ses bureaux de production signer le contrat. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire dans tout ça? Vous allez qualifier ça de viol et que vous étiez témoin. C'est vous. Mais parce que, Mickaël, regardez ce que vous dites. Je suppose, je mets entre parenthèses, entre guillemets, il est peut-être en train de la violer. Non, mais en fait, quand je revois revenir la fille qui dit rien. Mais Mickaël, on ne vous juge pas. Hein. Mickaël, vous pouvez nous dire, il me faisait peur. Vous pouvez le dire aussi. On le dit dans le livre. J'avais cette peur au ventre. J'allais au travail tous les jours avec cette peur au ventre parce qu'on était plombé sous cette omerta. Et vous savez, moi, j'ai écrit ce livre pour savoir comment nous tous... Hein, nous avions, on aurait réagi là-dessus. Nous avions laissé faire ce monstre d'Harvey Weinstein. Alors le passage le plus impressionnant, parce que nous Mickaël. étions aveuglés. Nous avions cette espèce de phénomène, si vous voulez, hypnotique, qui faisait qu'on avait un voile qui se posait sur nous. On avait une carapace. Le syndrome de Stockholm. Ça passait comme une flèche. Le syndrome de Stockholm, en fait. Vous admiriez, vous aimiez, vous avez le syndrome de Stockholm. Vous admiriez, vous avez de l'indulgence pour votre bourreau. Mickaël, juste, j'aimerais qu'on revienne sur l'un des passages les plus. J'aimerais qu'on revienne sur l'un des passages les plus impressionnants du livre, qui est le suivant. Elle crie, elle se débat. Ses mains agrippent la vitre, dégoulinantes d'humidité. Elle s'agite dans tous les sens pour se dégager, mais rien n'arrête Harvey, qui étouffe ses plaintes en lui plaquant la bouche contre les sièges en cuir froid. Là, vous dites qu'on n'avait pas assisté à un viol, là quand même, là c'est. Il lui mord les fesses, déchire sa culotte, se déchaîne sur elle, je ne sais pas quoi faire. Brusquement, l'une des portières s'ouvre et la fille jaillit. Elle vocifère à l'adresse d'Harvey. Sale gros con, vieux sadique, j'espère que tu tiendras au moins ta promesse. 2 années plus tard, en regardant la cérémonie des Oscars, j'ai reconnu cette actrice brandissant une statuette sous une pluie d'applaudissements. Voilà, donc, je ne dirai pas les noms parce qu'elles se reconnaîtront dans le livre et tout le monde se reconnaîtra dans le livre. C'est fou ça, c'est le passage le plus impressionnant du livre, avec le jour où il a levé la main sur vous, puisqu'il a porté, en portant sa main à ma joue, portant ma main à ma joue, le regard nerveux, je lui demande comment il peut lever la main sur moi. Sommes-nous revenus au temps de l'esclavage? C'est bien la première fois depuis que je le conduis qu'il tente un tel geste, puisqu'il a essayé de vous frapper. Il vous a asséné un coup de coude d'une violence inouïe dans les côtes aussi. On a l'impression pour M. Chemelot, la limite, c'est sa propre souffrance physique et pas celle des autres. Donc moi, je regrette, je reste sur ma première impression. C'est un peu... Il y a eu 2 cas. Je ne veux pas être offensif avec vous, et loin de là. Moi, j'ai entraîné des colosses et des grands costauds plus que vous, etc. Mais je me les imagine à votre place. Mais il est mort, le mec. Mais vous savez, Weinstein qui s'appelle, il est défonesté, et moi, je vais où? Il se fait fracasser la tronche. Personne n'a jamais tapé pendant tout le festival de Cannes et tout le monde savait. Oui, mais justement, excusez-moi, c'est un milieu j'ai envie de dire de merde, excusez-moi. Où sont les valeurs si c'est pour aller rugby, mais oui, mais si, c'est pas question d'être au rugby, c'est une question de mentalité. Moi, quand je vois quelqu'un de, sincèrement, et c'est pas méchant, je vois quelqu'un de faible. Rentrer, l'admirer, etc. Ok, je l'admire. Quand il te met des coups de poing dans les côtes ou quand il te massacre, mais tu m'excuses, mais alors si on accepte ça, où on va? Weinstein ou pas Weinstein, on en a rien à cirer. Oui, mais c'est facile, peut-être que Mickaël... C'est pas que c'est facile. C'est qu'au bout de moment, je le comprends. Mais il était sous emprise, sous influence. Je comprends, et c'est là que je dis, c'est pas quelqu'un de gaillard. Et c'est un livre thérapeutique. Alors, à la tête, je parle. Christine, après on aura Géraldine. Alors moi, je vous trouve, monsieur, à la fois extrêmement courageux de venir témoigner, de faire le livre, de sortir de vous-même pour pouvoir témoigner de ce que vous avez vu. On sent que ça vous a traumatisé. Oui. Premièrement, chapeau bas, respect, votre première télé, en plus ça balance ton poste, bravo. Après, ensuite, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Ne nous trompons pas de coupables. C'est pas ce qu'on veut dire. En revanche, c'est vrai que lorsqu'on voit ça, que vous témoignez ça dans le livre, vous vous dites, mais pourquoi il n'a pas sauvé cette fille? Et peut-être qu'effectivement, vous pouvez te poser la question, est-ce que... La fille elle-même avait un intérêt. Je comprends. Et on comprend qu'après ce livre-là, vous est salvateur et vous a guéri et vous aide à mieux comprendre même ce qui s'est passé après. Et vous n'êtes pas encore guéri. Et ça se sent que vous n'êtes pas encore guéri. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais pourquoi? Ça serait votre fille, qu'est-ce que vous auriez fait? Voilà la question qu'on vous êtes posé la question, Michel. J'ai pas d'enfant, mais j'ai 2 sœurs. Le soir, quand vous rentriez, est-ce que vous culpabilisiez ou pas? Complètement. Oui, il l'explique. Il l'explique dans le livre, elle a raison. Je culpabilise à bloc. Et puis je suis un garçon, je suis originaire d'Alger, donc j'ai l'atavisme. Donc vous êtes un gabien, obligatoirement. Alors je rappelle qu'il est originaire d'Alger aussi. On a du mal
de parler je t'en prie. et d'aller se justifier devant cette situation très critique. Mais l'impression que vous savez pourquoi les gens peuvent s'interroger aujourd'hui? Parce qu'on a le sentiment que vous livrez votre part de vérité une fois que tout est sorti. Pas du tout. Et donc on se dit le timing. Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? C'est ça que tout le monde se pose. Il était traumatisé. Alors attendez. Doc Gynéco qui vient de rôter quand même à l'antenne. Hein. Non mais je vous jure, c'est pour ça qu'on a entendu un peu. Vous avez entendu? Bah, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Je sais pas ce que vous buvez, mais merci. Hein. Par contre, il a mangé de la charcuterie. Alors oui. Pas vrai. La question que moi je me pose, c'est de savoir et de comprendre comment et pourquoi vous avez la chance, vous, monsieur, d'avoir vraiment côtoyé ces gens que nous, on pense être les mieux éduqués dans le monde et qui côtoient aussi des hommes d'État, et puis ils côtoient le gratin de ce monde, des choses extraordinaires, ils sont dans les endroits les plus merveilleux, ils sont au fait des sciences, des arts, de la culture. Oui. Alors, j'avais dit vous êtes meilleur quand vous rôtez. Oui. Alors oui, donc oui, ils sont stylés, alors on va dire. La question, Doc. Mais comment ils sont arrivés là? Parce que nous on disait, waouh, c'est quoi ces personnes-là? Mais quand est-ce que je vais aller au festival de C'est pas des surhommes quand même. Non, mais c'est pas des surhommes. Tu les présentes comme si c'est sûr que le festival de Cannes, ça fait rêver. Et là, on voit la face sombre du festival de Cannes et peut-être, comme vous disiez, Bernard, du cinéma. Mais est-ce que c'est, Géraldine, vous prenez la défense de Mickaël? Oui, moi j'ai aimé votre livre Thérapie. Je l'ai trouvé sincère. Alors évidemment, on le lit avec un certain voyeurisme un peu gêné, comme si on lisait un Voici trash et pornographique. Mais malgré tout, même si vous avez tout vu, vous avez tout entendu, vous avez d'une certaine manière tout cautionné par votre silence. Moi, j'ai un passage qui m'a bouleversée dans le livre, c'est quand votre femme, qui est au courant de tout et de votre mal-être, appelle l'équipe de Weinstein et lui dit mais c'est pas possible, vous avez tabassé mon mari, c'est pas possible, monsieur Weinstein a tabassé mon mari. Et on lui répond mais tu peux appeler la police, l'armée, la marine nationale si tu veux, mais tu ne pourras jamais rien faire contre lui. Sais-tu qui est Harvey Weinstein? Et en fait, on lui raccroche au nez. Oui. En fait, vous étiez, elle rappelle 3 fois de suite. Oui, et vous étiez sous emprise, sous influence. Et moi, ce syndrome de Stockholm-là me touche beaucoup chez vous. Voilà. Oui, voilà. Il y a beaucoup de gens qui critiquent sans comprendre. Parce qu'il faut comprendre d'abord avant de critiquer. Avant de mettre une opinion qui ne sera pas forcément la même que la mienne. Et puis, après, quand on rentre dans cette dogmatique tranchante comme un couperet, comme la guillotine qui vous vient dessus, vous avez été coupable, vous avez été complice, basta, vous êtes resté 6 ans. Alors, 6 ans, que c'est pas vrai du tout. Je suis resté 2 semaines étalé sur 6 ans. Ça fait 3-4 mois, en grosso modo. J'aurais jamais pu conduire Harvey Weinstein pendant tant de temps que ça. C'était impossible. 10 jours, c'était déjà l'impossible. Il me fallait 4-5 jours pour récupérer quand il partait. Donc, il se posait toujours la même question. Après, la violence physique est arrivée progressivement. Après, c'est vrai qu'il y avait cette violence morale. Il m'a bouffé mon cerveau. C'est un bouffeur d'énergie. C'est un hypnotiseur. C'est Mesmer. C'est 1, 2, 3, couchez-vous. Et on fait le festival du film. Et comment ça s'est passé? Il faut y aller au fond du sujet. Il faut comprendre pourquoi. Après, on peut facilement dire, comme certains internautes commentent, c'est un gros tas de merde, il mérite la prison, et ceci, cela, il est gros comme lui, c'est un porc. Mickaël, la dernière question que tout le monde se pose, est-ce que vous avez fait ce livre pour gagner des sous, ou est-ce que vous l'avez fait pour vous libérer? Sincèrement, moi je veux qu'on soit débarrassé de cette menace qui perdure sur cette planète. C'est très grave, parce que si j'ai écrit ce livre, c'est aussi mon opinion va directement au mouvement MeToo, Balance ton porc, et puis si ça peut aider donc ça soit utilité publique, donc ça se reproduise plus. Il faudrait revoir les choses là-dessus, et puis c'est un peu pour guérir aussi, c'est un peu pour guérir. Si j'avais pas parlé aujourd'hui, personne n'aurait parlé de Harvey Weinstein à Cannes en coulisses. C'est vrai. Il y a eu un chauffeur avant moi, il y a eu 2 chauffeurs après moi. Il y a eu un historique. J'ai été chercher tous ces chauffeurs. Un travail de thérapie aussi. Exactement, bah oui. C'est une thérapie pour lui aussi. Très beau témoignage. Et surtout pour que ça ne se reproduise plus.
la queue entre les jambes, il rasait les murs, il me dit mais tu sais quoi, il a une marmite d'avocat, Mickaël, mais t'es fou quoi, mais tu vas morfler, mais t'es tout le monde avait peur. Par jour. Et il me voyait évoluer avec lui, j'étais comme, vous savez, Jim Carrey. Et aujourd'hui, vous n'avez plus peur? Je me transformais, et puis il m'a complètement transformé, ce mec. J'étais plus moi-même. Et je le raconte si bien dans le livre. Après, je suis en pleine thérapie, je suis encore dans mon burn-out, et les gens ne comprennent toujours rien. Voilà, je suis désolé. Le démon de la croisette, Mickaël Chemloul. Merci, Mickaël, d'avoir été avec nous, d'avoir été l'intervenant de la semaine. Merci, Mickaël. Merci beaucoup, Mickaël.